93.9 Radio Paul-Bert, émission T'es-qui-toi avec Séverine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille dans les locaux de Radio Paul-Bert Julien Baillet, psychologue et psychothérapeute spécialisé en gestion des traumatismes. Bonjour Julien. Bonjour Séverine, Comment vous allez? super bien. Super bien. Ouais, Bon, ça va, c'est bien parti. très Alors, content d'être là. Bon, tant mieux. Ben, nous aussi, on est contents parce que c'est toujours intéressant de parler de notions de psychologie. C'est vrai. Et en même temps, il y a beaucoup de confusion au niveau des définitions qu'on peut donner. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par ça. Psychologue, psychothérapeute. Julien, est-ce que vous pouvez nous donner la définition de ces deux mots? Deux mots, donc deux définitions différentes, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors le psychologue déjà c'est quelqu'un qui a un diplôme d'État, qui a été créé en 1985 et qu'on obtient à l'université D'accord. après 5 ans d'études. Donc il faut un bac plus 5 ans de psychologie en fait. Donc pendant ces 5 années, on va apprendre les différentes théories en fait qui composent toute la psychologie. Alors pas toutes, mais on va pouvoir se spécialiser aussi sur les dernières années. Et donc grâce à ce diplôme en fait, donc on va devenir une certaine forme d'expert en psychologie. D'accord, ça veut dire qu'on peut donner des conseils, on peut cibler les pathologies, comment ça se passe? Alors effectivement, l'essentiel de cette formation va pouvoir nous donner une expertise en termes d'évaluation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir repérer des psychopathologies, donc des pathologies, des troubles mentaux ou psychiques. On va pouvoir également percevoir certains types de fonctionnement qui ne sont pas forcément pathologiques, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément négatifs ou sources de souffrance. On va pouvoir apprendre aussi à étudier les groupes, c'est-à-dire pas uniquement la psychologie d'une personne, mais la psychologie des groupes, en psychologie sociale par exemple, c'est ce qu'on apprend à faire. En psychologie de la famille aussi, en psychologie du développement par rapport aux enfants, en psychologie cognitive pour évaluer l'intelligence par exemple, ou comment fonctionne le cerveau. Voilà, donc ça va vraiment regrouper énormément d'informations, énormément de données, et donc on va avoir accès à tout ça. Mais après, effectivement, le travail donc, va surtout s'orienter en termes de conseils, en termes d'analyse et en termes d'expertise et d'évaluation. Le travail D'accord. sur le terrain, en fait, après ce diplôme-là, il va essentiellement se focaliser après là-dessus. Et si on veut soigner, alors, concrètement? Et donc après, si on veut soigner concrètement, on a besoin d'être psychothérapeute, Ah voilà. comme son nom l'indique. Donc ça veut dire que malheureusement, quand on sort de l'université après 5 ans, on n'a pas appris à soigner. C'est en train de changer. Il y a des universités qui sont en train d'intégrer des modules de thérapie. Mais ça ne va pas vous donner la même chose que les mêmes compétences, surtout que si vous allez dans des formations privées, avec des instituts de formation privés, ou des DU, il y a des diplômes universitaires maintenant qui le font, mais ça demande donc une spécialisation, il faut vraiment rajouter des formations après les 5 ans pour pouvoir être psychothérapeute et compétent pour soigner. Et vous, Julien, vous avez ces deux casquettes, alors? Bah, c'est ça. On est rassurés. Oui, surtout mes patients. Et vous êtes spécialisé en gestion des traumatismes. Alors là C'est ça. aussi, c'est un grand mot. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qui peut faire peur, d'ailleurs? C'est un mot qui fait peur, ouais, d'ailleurs. Et c'est un gros problème qui fasse peur parce que du coup, quand ça fait peur, généralement, on n'y va pas. Ah ah. Et ouais, et c'est bien dommage parce que il y a une très grande majorité des troubles qui en fait sont d'origine traumatique. Il y a énormément de souffrance en fait chez les gens qui sont uniquement d'origine traumatique, c'est-à-dire qu'on a eu des traumatismes, on a vécu des choses difficiles. Si on définit un peu le traumatisme maintenant, dans un traumatisme en fait il y a un événement, voire plusieurs événements, qui ont fait que il a été tellement intense, tellement douloureux, tellement fort dans notre vie que en fait notre cerveau, notre système nerveux n'a pas réussi à le digérer. Et donc on va se retrouver coincé avec ça en fait. On pourrait faire une analogie avec vraiment un problème de digestion. C'est-à-dire que c'est comme si le cerveau n'avait pas digéré du tout cet événement. Et donc ça va se traduire après par plein de symptômes de non-digestion. Du genre, on ne va pas arrêter d'y penser. C'est des souvenirs, ça peut être des images par exemple. Si on a eu un accident de voiture très très violent, eh ben, on ne va pas arrêter de voir les images du camion qui fonce, ou les bruits même des pneus qui crient, ou les sons des gens qui crient autour, et tout ça, ça va revenir tout seul, ça va vous envahir, ça va prendre énormément de place dans notre vie sans qu'on le contrôle, parce que ce sont les régions du cerveau qui sont totalement automatisées,
qui essaient de digérer justement, elles vont continuer de nous faire répéter cet événement. Et malheureusement, le cerveau n'y arrive pas. Alors là, il s'agit de traumatismes conscients. Est-ce qu'il y a parfois des traumatismes qui sont, on va dire, logés dans des cases inconscientes en nous? Alors oui, ce qui peut se passer dans certaines formes de traumatisme, en fait, c'est que ça a été tellement violent qu'il vaut mieux pas s'en rappeler. Et c'est comme si on fermait une porte à clé. Et donc pendant très longtemps, il y a des gens qui peuvent se retrouver avec ce qu'on appelle une forme d'amnésie. Et donc ils ne vont pas se rappeler ce qui s'est passé. Et plusieurs années après, il y a des événements qui vont venir réveiller en fait cet événement-là. Et là, la mémoire se décoince, et donc là, on a plein de souvenirs qui reviennent. Et là, on a tous les symptômes que j'évoquais tout à l'heure qui sortent. Alors, le traumatisme est lié à un événement ou est lié à la perception qu'on a eue de cet événement? Alors, c'est une super question, ça. Parce que c'est très important, effectivement, de bien différencier l'événement du trauma. Le trauma, c'est ce qu'on ressent, c'est comment on le vit. Il y a un expert, d'ailleurs, sur le traumatisme, qui est Stephen Porges, qui est aux États-Unis, qui est psychiatre, et qui lui dit que, pour lui, un trauma, c'est une réponse corporelle à un événement, et c'est pas un événement. Il y a des recherches qui ont montré que pour une population qui avait vécu une catastrophe naturelle, par exemple, où tout le monde avait perdu soit des membres de la famille, soit leur maison, soit des choses très très lourdes, il y avait entre 15 et 25% des gens qui, après 6 mois, développaient ce qu'on appelle un stress post-traumatique, donc un trauma. Si ça avait été l'événement qui avait été la cause, on pourrait se dire qu'on serait plus proche de 100%. En effet. Donc là, on voit bien que tout le monde ne réagit pas de la même façon à un événement traumatique. Julien, vous avez 2 outils, on peut peut-être parler de méthodes plutôt, qui permettent de gérer les traumatismes. Le MDR et la psychothérapie sensorimotrice. Oh là 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 là, quel jargon! C'est ça fait des gros mots. Alors on peut peut-être commencer par le MDR. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette méthode? Oui. Alors le MDR, en fait, c'est une technique qui a été développée à la fin des années 80 par une Américaine. Elle a commencé en 87 et elle a finalisé son modèle en fait en 1989. EMDR en anglais, ça veut dire eye movement, donc mouvement des yeux. Desensitization and reprocessing, donc ça veut dire la désensibilisation et le retraitement. Donc en français, si on s'amuse à traduire, ça fait la désensibilisation et le retraitement par les mouvements des yeux. Ah, là c'est plus clair déjà. On s'approche, ouais, ça s'éclaircit un peu. Donc cette chercheuse américaine, Francine Shapiro, elle a trouvé par hasard, en se baladant dans un parc, que quand elle pensait à des trucs un peu perturbants pour elle, à des vieux souvenirs qui l'embêtaient, et que si elle s'est rendue compte qu'en fait, qu'au bout d'un certain temps, elle était plus perturbée, et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle n'avait plus des émotions. Elle avait des émotions négatives au début de sa balade dans le parc, et à la fin, elle ne les avait plus, alors qu'elle repensait exactement la même chose. Donc elle s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait des mouvements avec ses yeux de droite à gauche, spontanément. Elle avait bougé des yeux. Et donc elle s'est dit, mince, c'est quand même pas mes yeux qui font ça. Donc comme elle était chercheuse en psychologie, elle est rentrée dans son labo à Palo Alto, et elle a fait des tests. Et elle est allée voir les gens dans son labo, elle a dit, tu veux pas penser à un truc un peu négatif? Et après, elle leur a fait bouger les yeux en même temps, et elle s'est rendue compte, elle a testé sur 70 personnes, et pour tout le monde, c'était pareil. Toutes les émotions négatives étaient en train de partir. Le corps trouvait une façon de gérer... de digérer ce qu'il n'avait pas digéré. Incroyable. Et c'est comme ça qu'elle a mis en place cette méthode-là. Donc elle est partie de ça, et autour de ça, en fait, elle a créé un protocole, parce que le MDR, c'est pas que les mouvements des yeux. Elle a créé un protocole justement pour pouvoir aider les gens en fait à se connecter à l'événement traumatique, du coup, là où il y a le plus d'émotions qui sont coincées et qui donc sont pas digérées. Et après ça, en fait, en appliquant ce protocole, elle leur a fait faire des mouvements des yeux. D'accord. Et elle a testé ça en 1989 sur un groupe de personnes qui étaient vétérans du Vietnam, victimes d'agressions sexuelles, des gens traumatisés très lourdement et pour qui aucune thérapie n'avait vraiment fonctionné pour eux. Et elle, en quelques séances, en fait, elle a fait disparaître entre 80, je crois, et 95% des symptômes, si je me rappelle bien. En quelques séances? Ouais, en quelques séances, ouais. Ah oui.
C'est ça. Alors, on reparlera peut-être de cette efficacité hein, Ouais. de la méthode EMDR. Ouais. Ça, c'est la première méthode que vous utilisez. C'est ça. Et vous utilisez également la psychothérapie sensorimotrice. Alors, de Ouais. quoi il s'agit? Alors, la psychothérapie sensorimotrice, c'est une autre américaine, Pat Ogden, qui, elle, dans les débuts des années 70, en fait, elle travaillait en hôpital psychiatrique, mais elle travaillait comme prof de yoga et prof de danse. Et donc, elle s'occupait d'animer des ateliers pour les gens qui avaient des troubles. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait une déconnexion, selon elle, entre le corps et l'esprit chez ces gens-là. Que donc, ils avaient leur mental d'un côté et leur corps de l'autre. Et que donc, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passerait si on les reconnectait, en fait? Et donc, en 81, donc c'est 8 ans avant le MDR, hein, avec Ron Kurtz, alors lui qui était un astrophysicien, qui a complètement changé, il en avait marre de regarder les étoiles, en fait. Après, il s'est lancé dans la psychothérapie, mais c'était un vrai génie, parce qu'il a écrit un livre qui est juste magnifique sur la psychothérapie. Et ils ont créé ensemble la méthode Hakomi. Et la méthode Hakomi, en fait, Pat Ogden va développer après sa branche à elle, qui sera la psychothérapie sensorimotrice. Et la psychothérapie sensorimotrice, donc, elle va viser à la reconnexion corps-esprit. Reconnexion du corps et de l'esprit. C'est ça. Comment ça se passe concrètement par là? Enfin, on va rentrer en détail hein, tout à l'heure. Ouais. Mais il s'agit de mouvements, en fait. Alors, si on va reprendre peut-être l'analogie du trauma par rapport à tout à l'heure. Quand on repense à un traumatisme, en fait, il va se passer des choses. On va ressentir des émotions, on va avoir des pensées particulières, et notre corps, effectivement, va bouger d'une certaine manière. L'aspect sensorimoteur, ça concerne l'aspect sensoriel, mais aussi les mouvements. Et donc, on va aller, en fait, aider les gens à s'auto-observer d'une certaine manière. On va utiliser ce qu'on appelle l'état de pleine conscience. Ça vous parle peut-être, hein, parce qu'il y a une méditation qui s'appelle comme ça, la pleine conscience. Ouais. Et c'est dans cet état-là, en fait, dans cet état méditatif, en fait, qu'on va essayer d'aider les gens à observer, mais regardez comment vous êtes en train là, de vous comporter, comment votre corps est en train de réagir, quelles émotions vous avez, quelles sont les pensées que vous avez maintenant, quand vous repensez à cet événement-là. D'accord. Et peu à peu, Et peu à peu, en fait, on va aider du coup à intégrer cette expérience-là. On va aider les gens, en fait, à voir qu'en fait, il y a un anachronisme. Ils réagissent comme dans le passé, alors que l'événement est passé depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans. des histoires qui se réveillent, alors, comme dans la chanson des Casseurs-Flouters, des histoires à raconter. Vous avez choisi cette première chanson pour illustrer votre travail. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette chanson? Moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail d'Orelsan et de Gringe, donc les casseurs-flotteurs, c'est qu'ils parlent énormément de leur vie, de leur vécu et de leurs difficultés psychiques et mentales. Et donc, ils ont beaucoup de choses à dire sur le trauma. Eh bien alors, c'est parti. On écoute des histoires à raconter. Génial. C'est vrai? Super. Ah ben, Super à l'aise.